Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette troisième émission en podcast, au début de laquelle je vais vous donner quelques nouvelles. D'abord, pendant que nous enregistrons cette émission vendredi, le président du tribunal de grande instance de Paris doit se prononcer sur une requête de Radio France tendant à m'interdire d'utiliser les termes esprit public et tendant également à ce que je verse à Radio France la totalité des sommes qui sont collectées sur Ulule, donc sur ce fonds de financement participatif auquel d'ailleurs vous pouvez, je pense que la décision, enfin je ne préjuge pas de la décision du tribunal, mais vous pouvez vous rendre sur ulule.com/Nouvel Esprit Public en un seul mot pour participer à une campagne de soutien qui a atteint 100% de son premier objectif, c'est-à-dire le financement d'un trimestre d'émissions en moins de 5 jours, ce qui évidemment, comme je le répète jusqu'à sans doute user vos oreilles, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, ça nous donne en tout cas un témoignage de l'attachement que vous avez à cette émission. Et puis, bien sûr, nous sommes aujourd'hui, comme les semaines précédentes, nous profitons du soutien de l'hebdomadaire Le 1, dont le numéro en cours et en vente s'intitule « Ces Blancs qui se croient supérieurs » et qui part du drame de Charlottesville et des polémiques qu'il a fait naître. J'y signale un contre-pied d'Aude Lancelin qui cite très opportunément le pamphlet de Jacques Rancière qui était intitulé « 7 règles pour aider à la diffusion des idées racistes en France » et un pamphlet dans lequel le philosophe pointait notamment la contre-productivité de la dénonciation perpétuelle du racisme dans l'espace public. Nous allons maintenant nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée et nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Béatrice Gibelin, directrice de l'Institut français de géopolitique et de la revue Hérodote, et avec Nicole Niesotto, titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers. Nous commencerons par nous intéresser à la situation des organisations syndicales. L'unité syndicale qui avait fait la force de la mobilisation contre la loi travail au printemps 2016 paraît difficile à retrouver. La CGT avait pris l'initiative de la rupture en annonçant avant l'été l'organisation d'une journée de mobilisation le 12 septembre. La CFDT et Force ouvrière affichaient à l'inverse leur volonté de jouer le jeu de la concertation face à un gouvernement doté d'une forte légitimité électorale. Après la publication du contenu des ordonnances le 31 août dernier, la CGT a dénoncé un projet qui signait, selon son secrétaire général, la fin du contrat de travail. Force ouvrière et la CFDT ont respectivement signalé des points de désaccord et de déception, mais ont refusé d'appeler à la mobilisation. Ces dissensions font suite aux élections professionnelles de mars 2017. La CGT, en perte de vitesse dans le secteur privé, cherche à nouveau à faire la démonstration de sa force. À l'inverse, Force ouvrière entend tirer des leçons de la mobilisation contre la loi El Khomri et ne souhaite pas user ses forces, c'est son expression, sur le dossier des ordonnances pour mieux se concentrer sur la réforme de l'assurance chômage. La CFDT s'inquiète quant à elle de la place des syndicats dans les TPE-PME, où les chefs d'entreprise pourront négocier directement avec les salariés. Son secrétaire général, Laurent Berger, entend obtenir des améliorations à travers les décrets d'application. C'est moins spectaculaire, mais c'est beaucoup plus efficace, a-t-il déclaré. Une première manifestation s'est donc tenue le 12 septembre. Elle a réuni 220 000 personnes à travers le pays, soit un chiffre identique à celui de la première manifestation contre la loi El Khomri. Philippe Martinez a salué une mobilisation réussie et appelé à une nouvelle journée d'action le 21 septembre, à la veille de l'adoption des ordonnances en Conseil des ministres, journée qui a connu une moindre affluence que celle du 12. Je rappelle que nous enregistrons la veille de l'autre mobilisation, celle de la France insoumise, sur laquelle nous reviendrons évidemment. Le président de la République ainsi que les membres du gouvernement et de la majorité affichent leur détermination, mais l'exécutif peut s'inquiéter de la multiplication des appels à la mobilisation au cours des prochaines semaines. Le 25 septembre, les fédérations CGT et FO de la branche transport ont appelé à la grève les salariés du secteur routier. Le 28 septembre, les organisations syndicales et les associations de retraités défileront contre le projet de hausse de la CSG. Les syndicats de la fonction publique ont également appelé les fonctionnaires à faire grève le 10 octobre pour s'opposer au gel du point d'indice et aux suppressions de postes. Et une réaction des syndicats étudiants est attendue à la suite de la baisse de l'APL et des difficultés rencontrées par de très nombreux bacheliers pour trouver une place à l'université. Sur cette question, Béatrice Gibelin.
Oui, effectivement, on peut se dire, en énumérant la liste des manifestations à venir, que la période est assez délicate et peut-être risquée pour le gouvernement. Moi, je voudrais simplement rappeler que ce qui était quand même assez rare, c'est que hier, la CGT n'a pas osé donner de chiffres sur combien il y avait eu de manifestants. Et ça, c'est quand même un signe très très fort que les chiffres étaient mauvais. Car il est très rare qu'on n'ait pas une évaluation. Il pensait qu'elle serait plus importante que la première des manifestations le 12, en disant le 12, c'est juste la rentrée, c'est un peu difficile, mais ça va venir. Ce n'est pas venu. Et ça, je pense que c'est un signe important. Après, les manifestations de retraités, vous savez, ça fait quand même pas, même s'il y a beaucoup de retraités en France, ça fait pas des masses de gens parce qu'ils sont isolés, parce qu'on n'est pas organisé, parce qu'on ne peut pas mettre des autobus ou des autocars pour amener les gens à la manifestation. Donc ça ne fait jamais quelque chose de très massif. En revanche, les transporteurs, ça peut être quelque chose qui risque effectivement d'avoir un impact, si vous voulez, sur la situation des usagers. Encore que, ils aient dit, on ne bloquera pas les routes. On peut peut-être bloquer les dépôts de carburant, alors faites le plein, mais ce qui est une façon, au fond, d'agiter une sorte de drapeau rouge. Mais je ne suis pas sûre que ça puisse avoir des conséquences très, très, très lourdes. Donc je ne serais pas aussi pessimiste si j'étais membre du gouvernement ou optimiste si j'étais représentante syndicale en disant oh là là, ça va prendre d'une certaine façon. Vous savez, c'est toujours le discours, on va coaliser les luttes, hein, et la dynamique va prendre. Pourquoi je fais cette analyse? D'abord parce que les ordonnances concernent les entreprises privées. Or, et pas du tout tous les autres statuts, la Poste, la SNCF, tout cela ne sont absolument pas concernés par les ordonnances. Or, les grosses troupes, effectivement, de la CGT sont quand même dans le service public. On sait que le taux de syndicalisme en France est faible. Il n'est pas si faible que ça dans les grandes entreprises. Hein. C'est quand on regarde l'ensemble des entreprises françaises qu'on a un taux de syndicalisme qui est un petit peu inférieur à 8. Il n'est pas si fort que ça en Allemagne, parce qu'on nous raconte toujours que, ah oui, en Allemagne, on est syndiqué. 15% en Allemagne. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder le type d'entreprise. Quand vous êtes sur des entreprises à plus de 500 salariés, on est à des taux de syndicalisation qui sont tout à fait intéressants et qui peuvent être de l'ordre de 60%. En revanche, c'est la masse, effectivement, des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises qui, elles, ne sont pas syndiquées. Et d'une certaine façon, alors ce qui peut être très intéressant, c'est que le fait que maintenant on va pouvoir négocier directement dans les entreprises de moins de 50 salariés, qui représentent la très 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 grande majorité des entreprises françaises. Il ne faut pas l'oublier, ça. Peut-être que du coup, les syndicats sont vent debout contre cette négociation au niveau de l'entreprise, en disant les salariés vont être pieds et poings liés avec les patrons. Le pari que fait le gouvernement, c'est de dire, mais au fond, il va y avoir une intelligence collective et avec un certain pragmatisme. Un patron n'a pas intérêt à se mettre tous ses salariés à dos et les salariés ont tout à fait intérêt sans doute à négocier avec leur patron. C'est-à-dire vraiment un changement culturel très important dans le logiciel syndical, très marqué par l'histoire française, qui est l'opposition, la confrontation. Négocier, c'est déjà collaborer. Et là, il y a quelque chose de nouveau. Et je vais presque aller à l'opposé de ce que disent les syndicats. Au fond, est-ce que cette négociation au niveau de l'entreprise ne va pas pousser des salariés à s'organiser, voire à se syndiquer, pour mieux défendre leurs intérêts, plutôt que de tuer le syndicat? De toute façon, ils ne sont pas présents dans les PME et TPE. C'est moins de 5%. Donc de toute façon, ils ne sont pas là. Alors, normalement, il fallait un représentant syndical extérieur pour pouvoir négocier. Ce ne sera plus forcément nécessaire. Mais aussi, on peut envisager que, et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas l'envisager d'ailleurs, les salariés ne soient pas à même de défendre aussi leurs intérêts. Et c'est cette idée qu'ils vont être absolument dépendants d'un patron, et donc étant dépendants d'un patron, ils ne pourront qu'avoir des effets négatifs de cette dépendance. Je pense que c'est quand même une façon de voir les choses qui me semble véritablement dépassée aujourd'hui. Je vous remercie. Je profite de votre intervention
pour faire droit à la revendication d'un de nos auditeurs qui vit à l'étranger, à Hong Kong plus précisément, et qui me rappelle que nous devrions éviter d'utiliser des sigles sans des acronymes, sans les expliquer. TPE, PME, très petites entreprises, petites et moyennes entreprises. François Bujon de l'Étang, FBE. Oui, absolument. Écoutez, il y a plusieurs choses, je trouve, qui sont frappantes dans cette affaire. La première, c'est que Béatrice Gibelin l'a très bien dit, la mobilisation a été faible le 21 septembre. Elle a été plus faible que ne l'attendaient les promoteurs de la mobilisation, c'est-à-dire la CGT. Pourquoi a-t-elle été si faible? Au fond, il faut quand même se poser la question. Il y a toutes sortes de raisons qui se conjuguent pour cela. D'abord, il y a une usure. Il y a une usure de la CGT et une certaine lassitude même de ses militants, probablement. J'ai perdu la trace du nombre de journées de mobilisation contre la loi El Khomri que la CGT avait organisé, une douzaine, je crois, oui, n'est-ce pas, pour finalement n'obtenir pratiquement rien. Et ceci face à un gouvernement qui était un gouvernement faible et qui était un gouvernement en fin de mandat. Aujourd'hui, le contexte est différent. La CGT a en face d'elle un gouvernement tout neuf qui sort et qui est drapé dans la légitimité que lui a donné le suffrage universel au moment d'élections qui sont très très récentes. Un gouvernement qui paraît déterminé, un président de la République qui dit à l'étranger que ce n'est pas la rue qui gouverne, c'est le gouvernement. Et par conséquent, elle ne peut pas espérer, je pense, obtenir davantage que ce qu'elle avait obtenu dans sa lutte contre la loi El Khomri. Je pense que le militant de base ne peut pas ne pas faire ce raisonnement-là. Et puis, voilà, 12 journées de mobilisation, 13, 14, l'usure est là, la lassitude est là, et donc le résultat est faible. Il y a d'autres raisons qui s'ajoutent à cela. Je l'ai dit, il y a la détermination du président de la République et du gouvernement, et il y a la légitimité rafraîchie par les urnes. Mais il y a aussi le fait qu'il y a eu une concertation intense qui a été menée pendant tout l'été par le ministre du Travail, avec 300 heures de concertation, dit-on, avec les différents syndicats. Et il y a peut-être le fait que finalement l'opinion publique a progressé et qu'il y a peut-être un début de, je dirais, de maturité dans l'opinion publique qui fait qu'on est davantage prêt, peut-être en France aujourd'hui, à admettre que le droit du travail doit être modernisé et que cela peut aider à desserrer les contraintes qui pèsent sur l'initiative. Dire, comme le dit la CGT, que c'est la fin du contrat de travail paraît excessif à beaucoup. Et c'est une des raisons sans doute pour lesquelles le slogan, le mot d'ordre de mobilisation ne marche pas. Autre chose, évidemment, le front syndical est divisé et la CGT était seule. Alors il y a eu des bribes de militants d'autres organisations syndicales qui se sont mêlés à la CGT, mais ni Force ouvrière ni la CFDT n'appelaient à cette mobilisation. Certains des syndicats se disent satisfaits de la concertation qui a eu lieu pendant tout l'été. D'autres, comme la CFDT, émettent des réserves et font état d'une certaine déception. Mais il reste que les syndicats, sans doute, se réservent pour d'autres luttes à venir. Il va y avoir, déjà les regards se portent sur autre chose que sur les ordonnances. Déjà, on se tourne vers le problème de la formation professionnelle, vers le problème de la réforme de l'assurance chômage, pour lesquels, certains le disent, les syndicats réservent leurs forces. Tout ceci explique, bien entendu, ce que nous venons de voir. Nicole Nisotto. Oui, je crois aussi qu'il y a, au-delà de ce qu'on vient d'évoquer, un affaiblissement du monde syndical pour des raisons qui tiennent aux évolutions structurelles du monde du travail. Et en France en particulier, on a quand même plusieurs signes de l'affaiblissement des syndicats. Aux élections professionnelles, le taux de participation baisse systématiquement. Il était de 60% il y a 10 ans, il n'est plus que de 40% maintenant dans le secteur privé. Les syndicats sont très forts, Béatrice Gibelin l'a dit, dans le secteur public, où ils ont à peu près 19% de syndiqués, beaucoup moins dans le secteur privé. Or, l'économie réelle, elle se fait quand même dans le secteur privé. La question
question générationnelle est capitale pour eux. Les jeunes de moins de 30 ans se sont très peu syndicalisés, à peine 4% de cette génération, et pour les trentenaires, c'est à peine 9%. Donc il y a véritablement une question qui se pose sur l'adaptation aux nouvelles générations, et surtout les nouvelles formes de travail ne sont plus cohérentes avec l'organisation syndicale telle qu'on l'a connue dans les années 60-70, le télétravail, le travail par intérim, l'ubérisation du travail, les auto-entrepreneurs. Tout ceci fait une masse de plus en plus grande de gens qui travaillent, mais qui échappent totalement à l'emprise, à la conception traditionnelle du syndicat. J'ajoute même qu'il y a des grandes victoires entre guillemets syndicales qui ont été obtenues sans la participation du tout des syndicats. Je pense à la mobilisation des sociétés civiles contre le TAFTA, par exemple contre le traité transatlantique de libre-échange. Les syndicats ont été complètement squeezés par cette affaire, et je ne parle même pas de ce que l'intelligence artificielle pourrait amener comme révolution dans le marché du travail. Donc on sent très bien, les syndicats le sentent, qu'ils sont un peu dépassés par les évolutions de ce marché, du coup ce décalage que l'on a tous vu hier entre une mobilisation populaire qui est relativement modeste et une radicalisation quand même très forte des appareils, pas seulement de la CGT, des autres appareils aussi, parce qu'ils sentent qu'ils sont en train peut-être de perdre ce qui a été quand même l'emprise syndicale. J'ajoute à cela que les ordonnances peuvent apparaître, enfin comportent des éléments qui peuvent apparaître comme fragilisants. Le pouvoir syndical traditionnel, en particulier la possibilité pour le patronat de négocier directement dans les toutes petites entreprises de moins de 20 salariés avec les employés sans passer par les organisations syndicales. L'histoire du référendum d'entreprise, même si finalement les syndicats ont réussi non pas à bloquer mais à obtenir un droit de veto sur la formation d'un référendum à l'initiative du patronat. Donc il y a quand même, et puis bien sûr ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes qui fait que les accords d'entreprise maintenant seront supérieurs aux accords de branche pour lesquels les syndicats sont vraiment le leader essentiel. Donc on peut comprendre qu'il y ait aujourd'hui dans les appareils une très forte mobilisation, plus grande que celle de la rue. Est-ce que ça veut dire pour autant que le monde syndical tel qu'on le connaît en France, c'est-à-dire divisé entre ces deux courants, le courant confrontation directe, CGT Sud, ou le courant un peu lobbyiste, CFDT et FO dans ses bons jours, est-ce que ce courant doit disparaître, va disparaître? Est-ce que c'est l'objectif de la nouvelle forme d'organisation du travail de faire disparaître ces syndicats? Surtout pas. Moi, je crois qu'il serait absolument dramatique que ces syndicats disparaissent. Et je vais juste reprendre la formule du président de la République qui dit que la démocratie ne se fait pas dans la rue, c'est certain. Nous ne sommes pas en démocratie directe et donc il faut des instances représentatives. Je crois que c'est la même chose pour le monde économique. Il faut des instances représentatives des travailleurs et il faut absolument que ces syndicats se réforment plutôt que de disparaître. Jean-Louis Bourlanges. Oui, on est confronté à une situation intéressante depuis tous les journalistes, les commentateurs, les hommes politiques s'interrogent depuis plusieurs semaines. Est-ce que ça va passer ou est-ce que nous allons avoir une réédition de ce qui s'est passé en 1995 ? Je rappelle qu'en 1995, le gouvernement de M. Juppé avait fait, le Premier ministre de l'époque, Alain Juppé, avait fait une déclaration annonçant une réforme de la sécurité sociale devant l'Assemblée nationale, avait bénéficié de ce qu'on appelle en bon français une standing ovation. L'ensemble des forces de droite l'avaient soutenu, une grande partie de la gauche, les Rocardiens, Claude Évin, et la CFDT avaient salué cette initiative. Un mois et demi plus tard, la France était dans la rue. Pardon, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Les conducteurs de motrices avaient fait une grève qui bloquait véritablement les transports dans l'ensemble du pays et une grande partie de nos concitoyens, notamment dans la région parisienne, en Île-de-France, avaient fait, si j'ose dire, la grève par procuration, acceptant de faire des heures de marche à pied, de se lever à point d'heure à 5 heures du matin pour arriver au bureau, en disant « ils font la grève pour nous ». Et donc, il y avait quelque chose. Est-ce que ce scénario peut se reproduire ? Apparemment, on n'est pas sur cette voie. On n'est pas sur cette voie et on voit bien que les syndicats, ce qu'avait anticipé Berger depuis longtemps, Mailly, qui est un fin observateur et très attentif au mouvement, l'avait également compris. On est dans une situation très profondément différente. Pourquoi ?
D'abord pour les raisons qu'a signalé Béatrice Gibelin. Je crois que c'est quand même, quand on regarde, quand on présente cette affaire comme un démantèlement général, une casse sociale, dit Mélenchon, un démantèlement général du droit du travail, on est dans l'outrance, dans l'excès, on n'est pas crédible. Ce n'est pas du tout ça que les gens ressentent. Les gens ressentent un certain nombre de modifications que dans l'ensemble, ils n'aiment pas vraiment, notamment la barémisation des indemnités de licenciement, mais ils sentent très bien que ce sont des inflexions relativement limitées dans un système de protection qui n'est pas globalement mis en cause. Et de ce point de vue-là, la caution de gens comme Jean-Claude Mailly est essentielle. Donc il y a quelque chose. Et d'autre part, les clientèles, comme l'a dit Béatrice Gibelin, les clientèles concernées sont très peu nombreuses. Parce que les syndicats mobilisent dans le public, ça n'est pas le public qui est concerné, c'est le privé. Les grandes réformes qui modifient effectivement les relations du travail sont dans des entreprises de moins de 50 salariés, c'est-à-dire pas du tout les endroits où les syndicats sont puissants. Et donc il y a une espèce d'incapacité à ce stade à mobiliser sur des enjeux qui parlent aux troupes syndicales. Ce ne sera peut-être pas le cas ultérieurement, mais là, la stratégie des Horaces et des Curiaces que mène le président de la République est assez habile. On aura probablement des abcès de fixation importantes sur la SNCF, on annonce une réforme, on verra ce qu'il en sortira, sur l'indemnité de licenciement, sur les chômages, sur le chômage et sur les retraites. Pour l'instant, tout ça est dans le tuyau, mais n'est pas du tout sorti, et donc la base est très, très limitée. Du coup, et c'est ça qui est intéressant, les syndicats et l'opposition politique représentée par France Insoumise sont dans une contradiction profonde. Parce qu'on voit bien qu'ils n'arrivent pas à mobiliser, et donc ils sont tentés, par ce que j'appellerais, sans attacher à ce mot une valeur polémique excessive, une grève insurrectionnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une grève insurrectionnelle par rapport à une grève? Une grève, c'est les gens, une majorité de travailleurs arrêtent de travailler parce qu'ils ne sont pas contents des conditions que leur fait leur patron, ça bloque l'entreprise perd de l'argent, le patron négocie et on résout les problèmes, ou si le patron ne négocie pas, l'entreprise fait faillite. Ça, c'est la grève, c'est le droit de grève, les lois Valdez-Rousseau, etc., telles qu'elles ont été fixées dans notre histoire. La grève insurrectionnelle, c'est tout à fait différent. Ça consiste à mettre à des franges extrêmement minoritaires du monde du travail, de mener des actions stratégiques visant à bloquer, à paralyser l'ensemble de la société. Le type même, effectivement, les conducteurs de motrices en 95, ou alors là, on bloque les dépôts de carburant, et en plus, on fait ça de façon assez stratégique, assez habile, en disant, on ne va pas les bloquer tous, mais on va créer un mouvement de panique, et ce sont les consommateurs qui, par un effet pervers, un effet de composition, aurait dit le regretté Boudon, provoqueront une asphyxie générale. Ça ne marche pas. Ça, on verra si ça marche, mais je pense qu'on n'aura pas la même collusion qu'en 1995, parce que les gens ne sont pas dans la même situation. Ils savent, que le statu quo ne marche pas. En 95, ils défendaient le statu quo. Ils trouvaient que le statu quo leur garantissait de l'emploi, du progrès, de la sécurité. Là, ils savent que ça garantit du chômage, une faible croissance, des déficits, et que l'alternative n'existe pas. Et quant à Mélenchon, juste un mot pour conclure sur Mélenchon, quant à Mélenchon, lui aussi, il développe une tentation de subversion. On voit ce qu'il dit même à l'Assemblée est incroyable. Il vote contre les réformes, la loi d'habilitation sur les ordonnances, et il dit de toute manière, rendez-vous dans la rue. Parlementaire, qui représente quelques parlementaires, qui a été élu lui-même avec 20% des inscrits à Marseille, qui dit vous n'êtes pas légitime parce que vous ne représentez pas une majorité d'inscrits. Il est exactement dans une situation empire, et il dénonce ce système. Et là, je pense que il est dans une situation de contradiction et qui arrange plutôt le président de la République, parce qu'une démarche insurrectionnelle qui n'a pas les moyens de l'insurrection, c'est une garantie de stabilité.
Nicole Liesotto. Oui, moi je fais pas de pronostic sur l'avenir, mais c'est vrai que, enfin, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, oui. Sur le passé, c'est même encore plus difficile parfois quand on le relit. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une radicalisation des appareils par rapport à une indolence assez bienveillante de la rue. Et cette radicalisation des appareils, en revanche, elle peut conduire à quelque chose qui sera difficilement maîtrisable. Mais les syndicats aujourd'hui sont effectivement en porte-à-faux, sont dans une situation difficile à 3 niveaux. D'une part, entre la défense des salariés, qui est leur cœur de leur métier, et la défense de leurs prérogatives. Et là, sur les ordonnances, ils sont quand même très gênés, parce que dire qu'un patron peut négocier avec ses salariés directement dans des petites entreprises, ou dire que les accords d'entreprise sont supérieurs aux accords de branche, c'est bon pour le salarié, mais c'est mauvais pour le pouvoir syndical, et donc ils sont un peu en porte-à-faux. Deuxièmement, ils sont en porte-à-faux sur la défense des corporatismes syndicaux par rapport à l'équité du travail. On verra la grève de la SNCF sur la réforme des retraites qui, à mon avis, sera quand même une grève très impopulaire. Et ils sont enfin en porte-à-faux parce qu'ils défendent un modèle du travail et un modèle économique qui est, à mon sens, révolu, qui est le modèle du travail des années 80 et qui ne correspond plus à l'évolution, ce qu'on peut l'appeler la flexibilité, la sécurisation du travail, mais ils sont sur un modèle révolu. Et donc, ils doivent absolument se réformer. Et dans cette réforme du monde syndical, il y a effectivement des batailles considérables pour savoir qui va récupérer les salariés des petites entreprises, les nouveaux salariés ubérisés, auto-entrepreneurs, etc. Et je crois que là, on peut s'attendre véritablement à des surenchères de la part du monde syndical. Béatrice Gibelin. Oui, on parle essentiellement des syndicats, mais il faut aussi qu'on parle du côté patronal. On dit la situation a changé pour les salariés, on n'est plus du tout dans les gros bataillons des grandes industries, on n'est plus dans les années 60, on n'est même plus au début des années 80, ça a considérablement changé. Mais il faut aussi que les patrons le comprennent, que ça a aussi considérablement changé. Et que d'une certaine façon, le niveau de formation de leurs salariés est aujourd'hui beaucoup plus élevé que ce qu'il pouvait être il y a encore 20 ans. Et encore plus évidemment en 30 ans. Par exemple, on s'attendait, ou tout au moins Laurent Berger de la Confédération française du travail espérait qu'il y aurait plus de droits pour participer au fond aux informations stratégiques d'une entreprise. Ça, c'était une aspiration importante. C'est-à-dire qu'on a un patronat français qui vante toujours le syndicalisme allemand, tout au moins une partie d'entre eux, en disant ils sont formidables, ils sont raisonnables, on peut discuter avec eux. Mais dans les syndicats allemands, ils sont très présents dans les conseils d'administration. Et ils ont une information de qualité. Ils sont vraiment tenus au courant des situations. Ce n'est pas le cas en France et ça ne sera pas le cas encore à la suite de ces ordonnances. Or, il a été dit, une fois que ce sera passé, on n'y touchera plus. On ne va plus y revenir du quinquennat. Et c'est Laurent Berger qui a dit, là, on a un rendez-vous manqué. On avait une opportunité et on ne l'a pas eu. Alors, si on a des syndicats qui doivent se réformer, comme le dit Nicole, je pense qu'on a aussi un patronat qui doit commencer à comprendre qu'il a la possibilité de négocier, qu'il a face à lui des salariés qui peuvent être tout aussi raisonnables et comprendre des situations. Mais pour ça, il faut partager l'information. Et partager l'information, c'est partager le pouvoir. Oui, la cogestion à l'allemande, c'est un horizon très important. Macron avait fait des pas très importants pendant la campagne dans cette direction. Il avait annoncé qu'effectivement, il envisageait, il n'avait pas fait une promesse à proprement parler, qu'il envisageait de mettre des syndicats. Alors, il ne disait pas la moitié, comme c'est le cas, je crois, en Allemagne, mais on envisageait un tiers dans les conseils de surveillance des grandes entreprises. Et Laurent Berger est fondé à dire que sur ce plan-là, il n'y a pas eu encore de contrepartie. Alors, est-ce que ça peut s'expliquer de deux manières? D'abord, le mouvement syndical français est quand même extrêmement différent du mouvement syndical allemand. Moi, j'ai été frappé, l'ambassade d'Allemagne avait organisé un débat entre le représentant du patronat allemand et le représentant des syndicats allemands. C'était des gens qui parlaient le même langage, qui se comprenaient parfaitement, qui étaient vêtus de la même manière, qui employaient les mêmes mots. Il y avait un seul représentant syndical français
Français, c'était Berger, qui était dans le public. C'était tout à fait intéressant et on voyait là le fossé qui sépare encore ces deux mouvements. Mais je pense que c'est une direction. On sait que Giscard avait essayé ça. Il avait lancé le rapport Sudreau, qui était très prudent, mais qui allait dans cette direction. Et Barre avait dit non, ça on peut pas faire. Et il avait sans doute raison, compte tenu de l'état du niveau d'affrontement culturel entre les partenaires sociaux. Mais je pense que dans les réformes qui vont être très dures et que nous avons évoquées, l'un des éléments de négociation, ce serait peut-être de faire une évolution importante sur ce plan-là. C'est pas le droit du travail, là c'est l'organisation des entreprises, c'est de faire un mouvement de ce côté-là. Je pense que c'est une direction vers laquelle on doit aller. Je rappelle que la cogestion allemande a été partie intégrante de tout le plan de redressement Erhard-Adenauer des années 50, dans laquelle on a en contrepartie, les Allemands ont imposé, d'ailleurs dans le scepticisme général des keynésiens qui étaient au pouvoir en Angleterre et aux États-Unis, ont imposé une restriction salariale très importante en disant il faut se concentrer sur l'offre, il faut rebâtir un outil économique, il faut favoriser les propriétaires d'entreprises et en contrepartie, ils ont installé les syndicats au cœur des institutions représentatives. C'était un choix audacieux et un choix qui a produit des effets absolument fantastiques. Si je puis me permettre en contrepoint de ce que vous venez de dire, plutôt les unes et les autres, M. Martinez figure très bien par sa posture, par sa mine, par sa moustache, par la manière dont il ferme son visage, cette idée qu'il ne peut y avoir entre patronat et syndicats, ou entre syndicats et gouvernement, que de l'hostilité. Le hasard de la vie a fait que je me suis trouvé un jour dans la même salle de spectacle que lui pour un spectacle de François Morel qui, comme on sait, n'est pas le garçon qui engendre le plus la mélancolie. Et je dois dire que ma stupéfaction à voir la bouille, si je puis me permettre, de M. Martinez ouverte, riante, souriante jusqu'aux oreilles et même riant à franche lippée, comme on peut dire, est quelque chose que j'aurais aimé pouvoir partager avec l'ensemble des téléspectateurs. Blondel a enfanté Mailly, peut-être que Martinez va ressusciter Thibault. Oui. Quoi qu'il en soit, nous allons nous intéresser maintenant à l'Assemblée générale des Nations unies, dont la 72e session s'est ouverte le 12 septembre. Le débat général, au cours duquel chaque représentant des 193 États membres présente sa vision du monde et ses priorités de politique étrangère, a débuté le 19. Cette grand-messe s'ouvre dans un climat délicat. De nombreux dossiers concentrent des tensions, la guerre en Syrie, les tensions avec la Corée du Nord, l'avenir de l'accord de Paris sur le climat ou de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien sont au centre des discussions. Les enjeux de cette nouvelle session sont d'autant plus importants qu'il s'agit d'une première pour le nouveau secrétaire général des Nations Unies, le Portugais Antonio Guterres, en poste depuis le 1er janvier de cette année. Les premiers discours onusiens des présidents américains et français étaient également attendus. Cependant, ni le président russe, Vladimir Poutine, ni le président chinois Xi Jinping ou la chancelière allemande, Angela Merkel, n'ont fait le déplacement de New York. Pour son premier discours à l'ONU, le président Trump a de nouveau cherché, je n'arrive jamais, pour son premier discours à l'ONU, le président Trump a de nouveau cherché à marquer les esprits. Mon premier mouvement n'est pas le bon, je vous prie de m'excuser. Et en décembre, donc, le président Trump avait accusé les Nations Unies d'être un club où les gens passent un bon moment, fin de citation, et il avait brandi la menace d'une coupe claire dans la contribution des États-Unis au budget de l'ONU. Cette fois-ci, M. Trump s'est distingué par la violence de ses propos à l'encontre des États voyous, renouant avec la rhétorique de George W. Bush. Il a notamment visé la Corée du Nord et son dirigeant Kim Jong-un, qualifié de Rocketman, avant de menacer Pyongyang de destruction totale. Le président américain a ensuite fait porter ses critiques contre l'accord sur le nucléaire iranien, héritage de son prédécesseur, Barack Obama, et il a attaqué les régimes cubains et vénézuéliens menacés d'une intervention américaine. Quelques minutes plus tard, Emmanuel Macron a tenu un discours que la presse a une nouvelle fois qualifié d'anti-Trump,
Rappelant son attachement au multilatéralisme et à l'interdépendance des nations, le président français a réaffirmé son opposition à l'usage de la force à l'encontre de la Corée du Nord et il a soutenu également l'accord sur le nucléaire iranien, jugé essentiel pour la stabilité de la région et la non-prolifération des armes nucléaires. Paris a également tenté de relancer le dossier syrien en appelant à la création d'un groupe de contact composé de représentants des membres du P5, qui, comme leur nom l'indique, sont 6, la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Allemagne qui s'y ajoute, enfin, la plupart du temps, comme les 3 mousquetaires. Donc la création d'un groupe de contact destiné à trouver une solution à une crise qui s'éternise. En marge des débats, la France a lancé avec succès le projet d'impact mondial pour le droit de l'environnement, conclu sous l'égide des Nations Unies pour faire suite à l'accord de Paris sur le climat. Sur cette question, François Bujon de l'Étang. Mais mon cher Philippe, vous avez pratiquement tout dit sur cette session. Nous allons passer au bref. Une introduction très riche. Le rendez-vous des Nations Unies, l'Assemblée Générale, c'est la grand-messe annuelle finalement de la diplomatie. C'est un rendez-vous important. Il y a toujours une centaine ou une centaine plus de chefs d'entreprise, ou de chefs d'État, pardon, ou de chefs de gouvernement. Je m'excuse, c'est l'activité syndicale qui me... Une contamination. qui pollue mon propos international. 130 chefs d'État ou de gouvernement qui viennent généralement exposer leur politique. Il y a quelque chose de très académique, si vous voulez, dans l'Assemblée Générale des Nations Unies. Ce qui était intéressant cette année, c'était la nouveauté d'un certain nombre de participants, effectivement. C'était la première fois que M. Trump, qui a brocardé les Nations Unies de nombreuses fois dans ses tweets ou dans ses déclarations, y venait en personne. C'était la première fois que le président Macron, nouvellement élu, y faisait une apparition, mais c'était aussi la première Assemblée Générale du nouveau secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, qui est très attendu notamment sur les idées de réforme des Nations Unies qui refont surface. Alors, c'est cela qui donnait, cela plus le fait qu'évidemment il y a une actualité brûlante, parce que entre la Corée du Nord et ses essais nucléaires et balistiques, la poursuite de cette interminable guerre en Syrie, les menaces notamment américaines de dénonciation de l'accord nucléaire avec l'Iran, il y a une actualité diplomatique qui est chaude et qui est très difficile. Alors, une fois qu'on a dit cela, que faut-il retenir des discours qu'on a entendus et de la première semaine de cette Assemblée Générale des Nations Unies? Pas grand-chose finalement, je trouve. Le discours de M. Trump a été très médiatisé, il était très attendu, il s'est livré à un certain nombre de ses outrances habituelles, mais plutôt moins que ce que l'on aurait pu craindre, me semble-t-il. Je trouve que M. Trump a été sans surprise, pour ma part. Je trouve qu'il a été conforme à l'idée de lui-même et de sa politique, si j'ose la qualifier ainsi, que l'on peut avoir, et qu'il a fait les rodomontades habituelles. Il a menacé la Corée du Nord de destruction totale, dit-on. Oui, mais le contexte, c'est quand même qu'il a menacé la Corée du Nord de destruction totale si celle-ci s'en prenait aux alliés des États-Unis ou aux intérêts américains eux-mêmes. Donc au fond, ce qu'il a exprimé, c'est l'essence de la dissuasion. On ne peut pas beaucoup s'en étonner, ou alors c'est qu'on ne comprend pas du tout ce que signifie le sens de la dissuasion. Et pour ce qui est d'avoir menacé un certain nombre d'États ou d'avoir qualifié l'Iran d'État voyou, vous avez renvoyé à juste titre au discours de M. Bush en 2002, qui était d'ailleurs son discours sur l'état de l'Union, ce n'était pas son discours à l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui définissait un axe du mal, n'est-ce pas, accusé de nourrir et de fomenter le terrorisme dans le monde entier, et dans lequel on retrouvait un certain nombre des mêmes protagonistes que M. Trump aujourd'hui menace de destruction totale ou d'invasion dans le cas du Venezuela. Donc au fond, c'est pas tellement tout ça que je retiendrai du discours de M. Trump. Sur la réforme des Nations Unies, il avait tenu, par exemple, des propos incendiaires au cours de ces dernières semaines ou de ces derniers mois, qu'on ne l'a pas entendu reprendre à la tribune des Nations Unies. Et je trouve ça intéressant parce que, au moment même où justement le secrétaire général des Nations Unies, de lui-même, dit qu'il faut lutter contre la bureaucratie, qu'il faut améliorer l'efficacité de la machine onusienne, M. Trump n'a pas l'air de vouloir lui édifier des obstacles. Nous verrons. Nous avons déjà
déjà eu des épisodes dans le passé dans lesquels les Américains ont pris en otage les contributions américaines au budget des opérations de maintien de la paix. Par exemple, à l'époque où j'étais à Washington, pour ma part, je me souviens très bien que la commission des affaires étrangères du Sénat, que dirigeait le redoutable Jesse Helms, sénateur de Caroline du Sud, avait pris en otage la nomination d'ambassadeurs américains pour refuser effectivement que les États-Unis contribuent aux opérations de maintien de la paix. Je rappelle, parce que c'est important, que celles-ci ont un budget beaucoup plus important que le budget ordinaire des Nations Unies et que les États-Unis y contribuent à concurrence de 28%, ce qui est quand même considérable. Alors, on va voir. Quant au discours de M. Macron, il était réfléchi, il était bien. Le président Macron y a accordé une importance très grande. Il a travaillé et retravaillé, dit-on, jusqu'à la dernière minute. C'était un discours qui défendait le multilatéralisme et le respect des accords signés, ce qui est tout à fait bien. Mais il n'a pas eu, dans la presse internationale, me semble-t-il, le même écho que celui qu'il a eu dans la presse française. C'est normal, me direz-vous, mais il n'a pas du tout eu la couverture qu'il aurait méritée. Béatrice Gibelin. Oui, vous dites, au fond, c'était pas tout à fait nouveau, il m'a pas surpris. Business as usual. Oui, à part que c'est quand même la première fois qu'il prend la parole dans cette assemblée, qu'il a un discours qui est au fond un discours qui s'adresse à son électorat classique, d'abord. C'est-à-dire que ce n'est pas un discours qui s'adresse au monde, c'est un discours qui s'adresse pour une grande partie à ses troupes, à lui, à son électorat du discours sur America First. Voilà, nous parlons de l'Amérique. Donc on parle bien des États-Unis. Ce qui quand même, de la première puissance mondiale à l'Assemblée générale de l'ONU, prouve qu'il n'a peut-être pas totalement encore vraiment pris la mesure des responsabilités qu'il peut avoir en tant que président des États-Unis. Deuxième chose, vous dites, il a dit qu'effectivement, si ça continuait comme ça en Corée du Nord, il verrait et la réaction des États-Unis serait extrêmement forte. Mais comme ils ne vont pas aller jusque-là, au fond, c'est pas bien grave. Moi, je suis moins optimiste que vous là-dessus. Parce que, d'abord, ça n'a rien de rassurant, quoi qu'il en dise, pour ses propres alliés en Asie du Nord-Est. C'est-à-dire pour la Corée du Sud, pour le Japon, la situation est quand même très préoccupante. La deuxième chose, c'est qu'on peut dire, au fond, c'est un jeu qui ne se fait pas au niveau de la Corée proprement dite, mais qui se fait vis-à-vis de la Chine. Et qu'il faut montrer à la Chine que les États-Unis sont bien là et seront là. Là, la situation devient un peu plus délicate, parce qu'on avait dit, si les Chinois veulent bien mettre au pas la Corée du Nord, ils la mettront au pas et tout rentrera dans l'ordre. La situation est peut-être un tout petit peu plus quand même compliquée que ça. Et que la Corée du Nord n'est peut-être pas totalement dans la main de la Chine. Et le fait d'avoir aujourd'hui les moyens d'une dissuasion nucléaire qui semble véritablement se confirmer, prouve qu'il y a une marge d'autonomie en Corée du Nord, et que évidemment ils dépendent du pétrole, et que si on ferme les robinets, la situation sera très difficile. Mais on a une population qui est habituée à supporter des situations extrêmement difficiles. On n'a qu'à se souvenir des famines qu'elle a connues encore il y a quelques années. Donc je pense que cette position un peu va-t-en-guerre, même si vous avez raison d'insister, c'est si il continue et si il menace. Non, je suis d'accord. Qu'attendiez-vous d'autre de M. Trump? J'analyse, je n'ai pas moi à attendre quelque chose de M. Trump, je n'attends rien de ce monsieur. J'analyse simplement ce qu'il dit. Puis l'autre chose qui me semble importante, c'est j'allais dire en effet indirect, c'est ce qui se passe avec l'Iran. C'est-à-dire que si la Corée du Nord, comme se montre, prend la possibilité de posséder une vraie dissuasion nucléaire, alors les Iraniens auront beaucoup de mal à admettre qu'ils ne pourront pas
continuer à le faire. Nicole Liesotto. Oui, moi je ne partage pas tout à fait l'analyse que cette Assemblée générale était business as usual. Je crois qu'il s'est passé quelque chose. D'abord, c'était comme on l'a dit, 3 premières, Guterres, Trump, Macron. Donc il y avait 3 vedettes que la communauté diplomatique en tout cas attendait de voir à l'œuvre. Mais il s'est passé 3 choses. D'une part, cette Assemblée générale a été, en dépit des 130 chefs d'État qui étaient là, un affrontement entre la vision de Donald Trump et la vision d'Emmanuel Macron, qui sont à l'opposé complètement quant à l'analyse du système international et quant aux solutions qu'il faudrait y mettre. Alors, peut-être que Emmanuel Macron a bénéficié du hasard qui a fait que ni la Russie, ni la Chine, ni l'Allemagne n'étaient présentes au plus haut niveau, mais en tout cas, de facto, c'était un duo ou un duel franco-américain et pour la première fois depuis longtemps, la France a quand même joué un rôle dans cette Assemblée générale, depuis 2003, je dirais. Deuxièmement, il y a eu une espèce d'inversion des rôles. Traditionnellement, ce sont les États-Unis qui assument le rôle de leadership mondial et d'engagement de la communauté internationale vers une vision qu'on peut partager ou pas, mais qui est celle qui s'impose. Là, ça n'était pas le cas du tout. Monsieur Trump a mobilisé contre lui un certain nombre de réserves, et c'est plutôt Emmanuel Macron qui a joué le rôle du leader engagé, défendant le multilatéralisme et les biens communs de l'humanité. Deuxième inversion des rôles d'ailleurs, c'est Trump qui s'est mis dans la position des autrefois, des naguères États voyous. On se souvient quand Chavez est venu, quand Kadhafi est venu, quand Staline est venu tapant avec sa chaussure à la table de Khrouchtchev. Pardon, Khrouchtchev, Khrouchtchev, excusez-moi. Oui. Et donc là, c'est Trump qui a occupé la position d'un État voyou cassant tous les codes de la bienséance diplomatique, et en revanche le président iranien qui a défendu la communauté internationale en disant mais l'accord nucléaire qui lie mon pays appartient à l'ensemble de la communauté internationale, je ne serai pas le premier à le violer, etc. Donc on avait un monde à l'envers. Et troisièmement, enfin, donc on a eu ces 2 visions du monde, l'une en faveur du nationalisme, du rapport de force et de l'égoïsme national, celle des États-Unis, l'autre en faveur du multilatéralisme, de la négociation et de la défense, la solidarité face au bien commun, celle de Macron. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand même cette opposition franco-américaine, je crois que ça a marqué les esprits. Même si la presse étrangère n'en a pas fait beaucoup de choses, je crois que ça a marqué le milieu diplomatique. Mais ça n'est pas une opposition entre le monde, entre 2 acteurs du monde. C'est une opposition à l'intérieur de l'Occident. Et ça, je crois que c'est une première, c'est même très grave. On n'a pas une opposition frontale entre Ahmadinejad et le président américain, entre Chavez et le président américain. On a une opposition frontale de vision et de politique entre les 2 piliers du monde occidental, les États-Unis et la France, et les perturbateurs de tous bords qui ont écouté ces discours ont bien senti qu'il y avait une crise dans l'Occident. Jean-Louis Bourlange. Oui, les 2 piliers, je crois que c'est plutôt les États-Unis et l'Europe, dont la France, au sein duquel la France occupe une position effectivement assez éminente. Sur le danger, moi je crois que l'analyse de François est juste. Le système est rationnellement, ça ne devrait pas conduire à quoi que ce soit. Et les menaces du président Trump sont des menaces qui ne débouchent en réalité sur rien et qui sont conditionnées par des choses que sans doute les Coréens ne feront pas. Mais je suis toujours obsédé par le souvenir de cette phrase que j'ai citée d'innombrables fois à cette émission, si tant est qu'on puisse se réclamer d'une continuité dans cette émission. On verra juridiquement, mais en tout cas l'esprit politique est là. Et en disant la phrase que dit Irving Molino, Michel Simon dans Drôle de drame, à force de dire des choses horribles, elles finissent par arriver. Alors évidemment, c'est une phrase de Jacques Prévert, c'est Jacques Prévert qui a fait le dialogue de Drôle de drame. Mais il y a quand même quelque chose, à force de dire tellement de sottises, tellement de choses énormes, de parler hors de tous les codes, hors de toutes les conventions, c'est quand même créateur. Je me rappelle ce que Alain disait de la tasse de thé
du diplomate et pourquoi les diplomates ont une tasse de thé et discutent en buvant du thé pour éviter que la main ne soit libre et ne donne un soufflet. Donc les usages sont au service de la modération et de la coopération. Et ça me faisait aussi penser à Madame Stoffels, qui était grande interprète entre les Allemands et les Français, et qui disait « J'ai évité d'innombrables crises ». Elle se vantait, la pauvre femme qui est morte prématurément dans des conditions épouvantables. J'ai évité beaucoup de crises car je ne traduisais pas les injures dans les discussions. Donc la forme, soyons gestaltistes, la forme, ça existe en politique. Alors simplement, ce qui est intéressant, c'est quand même que, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Nicole, Trump se met dans une situation incroyable. D'abord, la posture est celle d'un challenger, c'est celle d'un pirate, d'un Kadhafi, d'un Chavez, de quelqu'un qui nous a... Enfin, c'est pas le rôle de l'Amérique. L'Amérique est un État convenable, un État respectable, un État modéré, un État équilibré, et d'avoir un président qui est à la fois instable, violent, excessif, mal élevé, et qui tient des propos irresponsables, c'est gênant, et c'est un indice de faiblesse. Et cette faiblesse, on voit bien comment elle se manie. C'est un conflit, là aussi, entre le multilatéralisme et l'unilatéralisme, et on voit bien que l'unilatéralisme ne marche pas. Parce que, en réalité, Trump a les mains liées partout. Sur la Corée, non seulement, comme lui a dit son suppléant, son conseiller suprématiste, qui est apparu modéré dans cette affaire, Bannon, s'il se lance l'affaire, il détruit toute la Corée du Sud. Mais au-delà de ça, personne ne veut d'une modification radicale de l'équilibre des forces en Corée. Ni les Russes, ni les Chinois, ni d'ailleurs les Japonais, qui n'ont aucune envie d'avoir une Corée réunifiée. Donc là, tout le monde dit moderato cantabile. Sur l'Iran, on n'a absolument aucune envie de dénoncer les accords et de se lancer dans une nouvelle guerre économique. Les banques se tâtent pour savoir si elles doivent faire du commerce avec l'Iran ou pas. Et ça risque quand même d'avoir des tensions, même sur l'organisation du système financier international, parce que les sanctions unilatérales du système judiciaire américain, quand on fait du commerce avec la Corée, tout le monde sera d'accord, mais avec l'Iran, les gens ne seraient pas d'accord là-dessus. Et quant à l'Europe, ce qui me frappe, quand je viens de faire deux voyages de délégation parlementaire à Strasbourg et à Bruxelles, on a rencontré toutes les institutions européennes. Ce qui me frappe, c'est l'évolution prodigieuse de l'Allemagne. Je ne dis pas que cette évolution soit terminée, mais l'Allemagne porte avec Macron, et là on voit bien que la France a le siège permanent au Conseil de sécurité, donc c'est elle qui cause, mais porte une exigence de coopération, appelons-la multilatérale, parce que ça s'oppose à la multipolarité. La multipolarité, c'est tout le monde dans son camp se bat. La multilatéralité, c'est la pluralité des pôles et une négociation juridiquement organisée. Mais là, on voit bien que, notamment, l'Europe se met maintenant sur des logiques régaliennes qui lui étaient étrangères. On n'est pas au bout du processus, mais que ce soit les initiatives de Juncker même en matière de défense, sur la protection des investissements, sur le contrôle, les politiques migratoires, etc., on a un discours différent. Donc je trouve que... Et là, Macron... Je veux bien que Macron n'ait pas eu l'écho international qu'il a eu sur d'autres déclarations. Je crois que François a raison de le dire. Mais malgré tout, il est porteur, et je terminerai là-dessus, il est porteur d'une sorte comme Villepin l'avait été naguère, d'exigence mondiale. Et c'est quelque chose de très intéressant de voir que c'est la récupération d'une affirmation un peu gaulliste de la France, mais à travers l'exaltation du machin, c'est-à-dire de l'ONU, que De Gaulle ne cessait de brocarder. Donc là, il y a une réconciliation idéologique et géopolitique assez fascinante à observer. François Bujon de l'Étang. Juste un mot pour revenir sur ce qui s'est dit. Je ne suis pas en train de chanter les louanges de la politique étrangère de M. Trump. Je suis en train de dire que, compte tenu de ce qu'il a dit et de ce qu'il fait ou de ce dont il menace depuis des mois et des mois, il était à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU un ton en dessous de ce que l'on pouvait attendre de lui.
Je dis cela. Dont acte. Et je ne dis rien de plus. Béatrice Gibelin. Bon, deuxièmement, en écho à ce que vient de dire Jean-Louis et à ce qu'a dit Nicole tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord pour dire que la France, en effet, incarne face à la vision unilatéraliste de l'Amérique et à la négation par l'Amérique de ce que l'ONU peut apporter dans l'ordre international, la France apporte la voie qui est au contraire la voie de l'unilatéralisme. Quand vous parlez de front renversé, Nicole, on pourrait presque aller jusqu'à dire qu'au fond, c'est la France qui est l'incarnation du wilsonisme aujourd'hui, alors que l'Amérique est l'incarnation de quelque chose d'autre. C'était l'unilatéralisme avec Bush, c'est America First avec Trump. Béatrice Moi, Gibelin. je voudrais revenir un peu sur la position de l'Iran. Vous avez dit à juste titre que Rouhani avait été très raisonnable dans sa façon de commenter. Et la façon dont Trump parle de l'Iran, c'est l'Iran aussi au Moyen-Orient. C'est le fait que l'Iran soit de nouveau présent de façon importante par le biais du Hezbollah au Liban, mais aussi en Syrie, mais aussi en Irak. Et là, il ne faut pas oublier quand même le rôle d'Israël et de Netanyahou qui ne supportent pas l'idée qu'on puisse avoir une représentation iranienne présente au Moyen-Orient. Donc il faut en tenir compte aussi dans le discours et les positions américaines aujourd'hui. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves à la demande générale. Je vais l'ouvrir moi-même en signalant que Arte, nous en parlions entre nous avant le début de cet enregistrement, a diffusé cette semaine les films de Ken Burns sur le Vietnam, qui sont des films absolument remarquables, que l'on peut revoir facilement sur Arte par tous les systèmes de vision à la demande. Mais ça me permet aussi de signaler, de rappeler un autre travail tout à fait extraordinaire de Ken Burns, qu'on peut obtenir en cassette facilement, en DVD facilement, c'est son travail sur la guerre de sécession, qui est un travail d'une documentation et d'une précision tout à fait remarquable. Je l'avais signalé en son temps, mais je dois dire, en ce qui me concerne, il se passe pas une année, ou en tout cas pas 18 mois, sans que je ne revoie de nouveau la totalité de ce formidable travail, qui ne remonte en effet pas le moral et qui ne donne pas de l'humanité, une vision bien sympathique, but that's the way it is, comme disait le regretté Walter Cronkite. Et François Bujon me signalait, ce que j'ignorais, qu'il y a de Ken Burns un documentaire également sur l'histoire du jazz qui mérite absolument d'être regardé. Oui, qui a duré un hiver entier aux États-Unis. Il y en a un autre sur la prohibition qui est tout à fait remarquable. Nicole Lisoto. Moi, je voudrais parler du dernier ouvrage de Bernard Guetta, Dans l'ivresse de l'histoire, paru aux éditions Flammarion il y a quelques semaines. Alors, ça n'est pas un essai, ça n'est pas un livre de mémoire, c'est un espèce de témoignage merveilleusement écrit sur sa carrière de journaliste politique pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle. Il faut dire que Bernard Guetta a eu une chance extraordinaire parce qu'il était dans tous les endroits où l'histoire a bougé. Il a connu tous les hommes politiques qui ont fait... Pardon, Vous voulez dire le trotskisme pour commencer? Qui ont fait bouger cette histoire. Oui, oui, quand il était très jeune, ses parents trotskistes, d'ailleurs, l'ont présenté à tous les responsables anti-OAS de l'époque. Et donc, on a, à travers ce récit très personnel et à la fois très intelligent, une espèce de relecture de l'histoire du XXe siècle avec les différentes révolutions, mais essentiellement la chute du communisme. Et donc, je recommande très fortement. Béatrice Gibelin. Bien, vous avez déjà évoqué, cher Philippe, la brève, parce que j'ai vu effectivement les 3 soirées d'Arte sur Vietnam et j'en ai été fortement impressionné. C'est du grand art, c'est d'une efficacité remarquable, c'est d'une émotion extrêmement forte. Il y a eu accès aux documents nord-vietnamiens, ce qui est, je crois, une première, qui a été extrêmement rare. On ne voit à travers ces 9 heures que la moitié de ce qui avait été, puisque c'est 18 heures. Mais franchement, il ne faut pas rater ces 9 heures de documentation sur le Vietnam. Et si un certain nombre de passages pouvaient être passés à des élèves du secondaire et commentés, je pense que ce serait un excellent travail. François Bujon de l'Étang. Alors pour tous ceux de nos auditeurs à qui le fait de visualiser le film de Ken Burns laissera une soirée pour aller au cinéma, je leur suggère d'aller voir le film d'Andrei Zviagintsev qui vient de sortir et qui s'appelle Faute d'amour. Zviagintsev est ce metteur en scène russe qui a déjà eu un grand nombre de succès cinématographiques avec des films comme Le Retour, comme Helena, comme Léviathan, qui était un film extraordinaire sur la corruption dans la société russe d'aujourd'hui. Faute d'amour est un film différent, c'est un film extrêmement dur,
C'est un film dont je préfère d'ailleurs le titre en russe plutôt que la traduction française. Faute d'amour, c'est très littéraire. En russe, ça s'appelle Nie Lubov, ce qui veut dire pas d'amour, ce qui est un constat extraordinairement brutal. C'est moins un film sur la société post-soviétique d'aujourd'hui qu'un film sur l'évolution de la nature humaine, sur l'égoïsme, sur la dureté, sur tous les traits bien caractéristiques de notre société moderne. C'est un film remarquable qui a eu le prix du jury au dernier festival de Cannes et dont je recommande vivement à nos auditeurs qu'ils le voient s'ils sont tentés. Jean-Luc Bourlange. Oui, je voudrais faire une brève sur les dangers de l'anachronisme en histoire. Alors, je ne parlerai pas de Colbert, mais du général Lee. Je trouve quand même, on a eu quand même une polémique aux États-Unis autour de la statue du général Lee. Tous les gens bien, et j'estime qu'on devait soutenir, étaient du côté du déboulonnage du général Lee. Et les gens qui soutenaient le général Lee étaient d'horribles suprématistes qui ne méritaient vraiment pas le soutien idéologique. Mais la victime, la grande victime dans cette affaire, c'est Lee lui-même. Oui. Alors je crois que là, on est dans l'anachronisme. Lee a été un commandant exemplaire des armées sudistes, le général le plus humain, bien meilleur et bien plus humain que les brutes comme Sherman, etc., qui dirigeaient les armées du Nord. Lee était, Tavernier nous le rappelait dans l'émission qu'on avait fait sur Lincoln avec lui, Bertrand Tavernier, et était abolitionniste sur le plan de l'esclavage, et son seul problème a été de savoir si sa loyauté, c'était le problème de la Convention de Philadelphie, avec quelques décennies plus tard, si sa loyauté était à l'État de Virginie, dont il était originaire, comme d'ailleurs la plupart des premiers dirigeants des États-Unis d'Amérique, ou aux États-Unis. Il a fait le choix de la Virginie, historiquement c'est un choix mauvais, mais vraiment, pitié pour le général Lee. Merci. Je vous rappelle que vous pouvez donc nous soutenir en allant sur le site de Ulule, ulule.com/Nouvel Esprit Public, tout attaché, ulule.com/Nouvel Esprit Public, tout attaché. C'était donc le Nouvel Esprit Public de Philippe Meyer, qui produit par Nouvelles Écoutes avec Julien Neuville, qui a aujourd'hui été mis en onde par Marine Rowe. Merci de votre soutien et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Nouvel Esprit Public de Philippe Meyer en podcast.